Live Expo Happening, bienvenue dans votre émission Au son de Rizelaine. Pour cette nouvelle édition, nous allons décrypter et explorer la mouvance contemporaine de l'afropunk, soutenue par notre parrain, Young Paris, star new-yorkaise. Alors venez avec nous. Nouvelle édition au son de Rizelaine, au cœur de l'afropunk, j'ai le plaisir de recevoir Atissou et les Chœurs Alliés. Atissou, fondateur d'Adjabel, les Chœurs Alliés, projet musical où la musique haïtienne vaudou se mixe au répertoire français, interprété par des personnes en situation de handicap. C'est à vous les Chœurs Alliés! Eh bien, merci, vous étiez chaud. Merci Rizelaine, merci Rizelaine. Non, merci à vous. Merci à vous et toute la favela. Merci. Merci. Merci à vous, aux Chœurs Alliés, les Chœurs Alliés, Atissou. Alors, les Chœurs Alliés, c'est quoi? Donc les Chœurs Alliés, c'est un projet de chorale qui mélange la chanson française au répertoire haïtien, à la musique haïtienne en général. Voilà. Et donc en fait, là en ce moment, il y a un album aussi qui a été réalisé et tu es en tournée, non? Enfin, ça tourne un peu, il y a des concerts, comment ça se passe? Il y a quelques concerts, on essaie déjà de sortir des centres dans lesquels on est la journée et de faire des concerts le soir qui sont en principe réservés aux personnes dites normales. Et donc voilà, donc pour l'instant, la première étape, c'est cet album que je n'ai pas dans la main, qui s'appelle La Chorale de l'Arche, les Chœurs Alliés. Et donc voilà, donc là il y a deux chorales, il y a la chorale des Jours Heureux et la chorale de l'Arche qui sont réunies pour, qui s'appelle les Chœurs Alliés. Eh bien merci, merci les Chœurs Alliés, merci et à bientôt. Pour notre premier plateau, je suis entourée de Sandra Nkake, Juan Massagna, Ama, directeur artistique du Comptoir Général. Sandra Nkake, donc tu es chanteuse, artiste. Actuellement, tu réalises aussi un projet, donc Push Up, où tu allies la soul et le rock. Moi, j'aimerais bien avoir ton regard en fait sur cette première, sur ce premier festival Afropunk qui est arrivé où? En France, mais à Paris. Eh bien déjà, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de faire partie de cette émission. Quant à la première session d'Afropunk en France, pour moi, c'était assez inespéré parce que ça fait un petit moment que je suis Afropunk via les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de tomber dessus par un pote qui n'est ni punk ni noir. Mais qui m'a dit il faut absolument que tu ailles sur ce site, tu vas halluciner. Et en fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Donc tu connaissais Afropunk avant qu'on te sollicite? Je connaissais le site et en tant qu'artiste, moi je m'étais inscrite sur le site pour pouvoir parler de mon groupe, de mes projets. Parce que je trouvais qu'on manquait de plateformes qui parlent de projets qui sont transversaux. Parce que dans tous les projets que j'ai pu mener, ou seul ou avec des amis, il y a toujours, je ne sais pas comment on dit en français correctement pour dire crossover.
c'est transversal, c'est ça. Besoin de mélanger à la fois le rock, le théâtre, la musique classique, la danse, la littérature. Pour ce qui me concerne, le féminisme et l'afroféminisme, la question du genre. Homme-femme et tout le reste. Donc à travers ce média, quelque part en fait tu t'es identifié, je veux dire complètement. À l'état d'esprit. J'ai eu la sensation que en fait je n'étais pas bizarre. Et que toutes les personnes et tous les artistes et tous les projets qui me faisaient vibrer n'étaient pas bizarres. Et en fait, il y avait de la place pour cette marge et il y avait de la place aussi pour faire que cette marge devienne une norme. En fait, donc là, tu m'as expliqué un peu ton propre regard, mais au fond, l'afropunk, c'est quoi ? Je ne sais pas s'il peut y avoir une seule définition. Je pense que chacun se l'approprie. C'est une mouvance qui a été instigée par James Spooner. Au départ, c'était très afro-metal, afro-rock, mais j'ai l'impression que ça a évolué. De toute façon, ça évolue, ça va évoluer, ça va continuer à évoluer selon les endroits de la planète qui vont se réapproprier ce nom et ce concept. C'est simplement dire qu'on est dans une société de mélange, une société multi... je n'aime pas trop le concept de multiculturel, mais... de la diversité, voilà. Et avec plusieurs visages, plusieurs couleurs. Que ces couleurs existent. On commence même à être un peu hybride, mais elles ne sont premièrement pas entendues, deuxièmement pas valorisées et troisièmement pas enseignées. Donc quand un petit garçon a envie de jouer à la Barbie, il ne peut pas. Si une fille veut jouer au camion et devenir boucher, elle ne peut pas. Si moi, je décide de porter une crête, d'avoir les cheveux orange, comme ça a été le cas, et de porter des chemises et de porter des creepers, et de hurler dans un micro, on me dit « Ah mais non, mais c'est pas normal, je veux dire, tu es chanteuse, il faut quand même que tu fasses du hi-hi-hi ». Non, j'ai pas envie de faire du hi-hi-hi. D'accord. Voilà, à partir du moment où Donc pour toi, c'était un chant où tu pouvais quelque part t'y retrouver. Mais moi, j'aimerais bien en fait avoir le regard aussi de Juan là-dessus, quand elle te parle en fait de ce courant ou quelque part où on peut se retrouver avec donc toute cette diversité, ces cultures, le genre, et puis même ce soir on a vu des personnes en situation de handicap, autistes, trisomiques, se mêler à la musique vaudou. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que quand on en avait parlé, tu semblais quand même, tu avais certaines réserves. J'ai des réserves dans le sens où, effectivement, l'afro-punk en soi est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que l'étymologie même du punk, c'est justement faire péter tous les verrous, faire exploser les interdits. Des interdits qui parfois se trouvent de part et d'autre des communautés, quelles qu'elles soient. Là, on utilise le terme afro, on pourrait utiliser, c'est ce qu'on disait à une certaine époque, d'une certaine musique, le white trash. Et en fait, c'est un paradoxe parce que cette expression artistique est le symbole même d'une émancipation. C'est-à-dire de la négritude qui ne se contente plus d'être une négritude déterminée par des codes spécifiques et de la culture européenne occidentale qui ne se contente plus d'être... Donc finalement, enfermer une forme d'émancipation, de liberté dans un terme aussi réducteur que afro ou pas afro d'ailleurs, est en soi un non-sens et un contresens. Si on veut être punk, justement, c'est comme tu le disais, c'est qu'une petite fille peut jouer avec un camion et qu'un garçon peut jouer avec la Barbie. C'est justement ce que permettait le mouvement punk. C'est comme quelque part une nouvelle ère où toutes les cultures s'entremêlent, on se mixe. Et moi, en fait, je voudrais demander à Ama, donc directeur artistique du Comptoir Général, moi, j'aimerais bien avoir ton regard, donc ta vision, toi, de l'afropunk. Pour moi, le phénomène afropunk, déjà le mot punk, pour moi, comme a dit Juan, c'est une connotation de rebelle pour moi. Aujourd'hui, dans cette espèce de mouvement afropunk, il y a aussi bien les Noirs que les Blancs. Et d'ailleurs, c'est ce que défendait à l'origine le festival qui est né à Brooklyn en 2002. C'est-à-dire c'était revendiqué par les Noirs, pour que les gens voient ce qu'un noir était capable de faire aussi bien dans le domaine de la musique, de l'art que de la gastronomie. Mais ça a été rejoint, c'était ouvert à toutes les communautés d'entrée de jeu. Et donc, pour moi, le phénomène afro-punk, comme on le vit aujourd'hui, est synonyme de rebelle.
Et en prenant mon exemple, par exemple, je ne suis pas issu de la musique, mais j'adore le style plus que la mode. Tu peux me parler un peu de ça? Oui, de moi, ce que tu fais en tant que voilà, styliste ou créateur? Voilà. Aujourd'hui, j'ai une marque qui s'appelle le Marché Noir, qui est une marque liée à la fripe. Je vais chercher la fripe en Afrique, je la ramène ici. Et à partir de cette fripe, je fais des créations. Et là, on a lancé une collaboration avec deux couturiers qui s'ellent Sam et Chaka de Art Comes First. Et eux, ils se définissent comme des punk tailleurs. C'est des Londoniens? C'est des Londoniens, oui, mais d'origine africaine. Et donc, on s'est retrouvés et on a cette espèce d'idée de rebelle. On s'écarte un peu des codes de cette industrie de la mode. La différence, on va dire, entre la société dans laquelle on est aujourd'hui et il y a encore quelques années, c'est que l'esthétisme reposait sur un discours et une idéologie. Aujourd'hui, on est dans l'esthétisme pur, c'est-à-dire que ce qui définissait la mode punk ou ce qui définissait la mode ska ou ce qui définissait la mode rock, c'était le discours qu'il y avait derrière. On s'habillait en fonction d'une attitude. On va dire qu'aujourd'hui, on est plus dans l'esthétisation d'une génération, ou même cette génération s'esthétise, mais pour autant, si je m'arrête un instant et que je cherche à savoir quel est le positionnement qui est adopté face à une société, face à un système, est-ce que c'est de la subversion ou pas? Est-ce que c'est de l'opposition? Est-ce que c'est de la confrontation? On retrouve moins cette mobilisation d'une jeunesse. Ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas le moins du monde. Je marque juste la différence entre la revendication à travers le vêtement, à travers l'attitude, à travers la posture et l'esthétisation. C'est pas la même chose. Avant, avoir des dreadlocks, ça signifiait beaucoup. Ne serait-ce qu'au regard de la société, parce que c'était une concession, parce qu'on savait pertinemment, quoi qu'il arrive, qu'on s'imposait une forme de barrière, il y avait des interdits qui allaient de pair, mais on faisait face à la société. Avoir un blouson noir comme le tien, il fut un temps, à la télé, ça aurait été très mal perçu. Donc voilà, on est dans l'image. Exactement, et ce que tu dis sur les dreadlocks, c'est très intéressant, parce que là tout à l'heure on a fait un happening sur les dreadlocks, et c'est vrai qu'avant on disait les dreads, c'est interdit. Ou même il y avait aussi ce côté un peu c'est sale, maintenant je veux dire il y a vraiment des jeunes gens qui ont des dreadlocks hyper longs, hyper soignés, avec des produits naturels, essentiels. Et toi t'en penses quoi de tout ça, Sandra? Alors je pense plein de choses, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Juan. Quant à la direction entre l'idéologie, comment on la traduit par une esthétique, et puis dans l'autre sens, comment on veut d'abord mettre l'esthétique en avant. Je pense que le chemin il est intéressant parce que je vois qu'il y a des jeunes qui sont intéressés d'abord par l'esthétique, d'abord par le look, et qui ensuite vont chercher la jeunesse de ça, et du coup tombent sur des bouquins de bell hooks, qui tombent sur qui se retrouvent intéressés par l'histoire, une histoire dont ils n'ont jamais entendu parler, et je trouve que le chemin il est intéressant, et en fait quelle que soit la manière d'y arriver, quel que soit le temps que ça prend, c'est bien que ça arrive. Après, pour ce qui est du style et des cheveux, tout ça, enfin on ose se dire qu'effectivement on a le droit d'avoir des tresses, qu'on a le droit d'avoir les cheveux libres, qu'on a aussi le droit de se défriser les cheveux, parce qu'il faut arrêter enfin moi je ne les défrise pas, mais j'en ai marre qu'on dise aux femmes faites ceci. La norme c'est comme ça, la beauté c'est comme ça. Il y a quelque chose aussi de très subversif à arborer une afro beige, violette, orange. Je trouve ça super, quoi. Merci Sandra. Donc en fait, juste Ama, il va y avoir des événements prochainement au comptoir général, le festival Afropunk qui va prochainement aussi s'annonce, hein, on le sent. Tu peux nous en dire 2 mots? Donc 2-3 mois avant les dates du festival, on va faire des projections au comptoir, suivies de soirées, et ensuite on fera les 2 jours du festival, on fera des soirées after show. Merci Sandra. Merci Ama. Donc tu es venu du comptoir général à la Favela Chic. La prochaine fois, c'est nous qui viendrons. Avec plaisir. Et donc là maintenant, nous allons accueillir une jeune femme au caractère et au charisme bien trempé, Lydie Lapeste, qui est venue avec les Swaggers. Tada 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 tada
tada tada tada tada tada tada tada tada tada. Tada 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 tada. Tada 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 tada. 2, 3, 4. De battre mon cœur, c'est arrêter. De t'écouter, mes pensées ont cessé de flâner. Tu sais, j'ai tant à apprendre de toi. Je s'aime, t'aime, aime. M'imagine nu dans tes rêves, je joue. Et cervelé d'un soir juste pour t'amadouer, doué, te tenter, censé nous détendre et consommer. Tu sais, chaque jour qui passe, je pense à toi. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, je rêve de toi. Mon amour. Tada 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 tada. Je se mets. Tada 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 tada. Je savais. Tada 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 tada. Je t'aimais. Tada 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 tada. J'y tenais. S-E-M-E. Avec un accent grave sur le premier des deux. 2, 3, 4. Battre mon cœur, c'est arrêter. Ne plus t'écouter, mon âme, l'inconstante, à voguer. De nous deux amoureux, il ne reste fraîchement plus rien, enfin. Rien que les cendres de nos joies, la poussière de notre bonheur et les gouttes d'une gourde remplie d'une eau pleine de vie. Je semais, je savais, je t'aimais, j'y tenais, mais à trop vouloir t'amadouer, te défier, te contrôler, t'entourlouper, j'ai tout. J'ai vraiment tout gâché. Hey, Carmel Campbell, Carmel Campbell, Carmel Campbell, Carmel Campbell, Carmel Campbell. Let's go, Mama Rizlen, hey, Marizlen, hey, Mama Rizlen, Marizlen, hey, Mama Rizlen, hey. Marizlen, hey, Mama Rizlen. T'es Julie, 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 Julie. Ma Julia, Mama Julia, ma Julia, Mama Julia, ma Julia. Mama Julia, Toléda. Lydie la peste, Lydie la peste. C'est qui? C'est qui? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. 1, 2, 3, break it down. Le manque me vide et mon corps, le pauvre, se mine. Il me dit de te dire qu'il se lasse de toi. De toi. 2, 3, 4. Tada 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 tada. Je semais. Tada 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 tada. Je savais. Tada tada.
ta ta la. Oh pardon. Ta ta la, ta la ta la, ta la ta la ta la. Ta la ta la, ta la ta la, ta la ta la, ta la ta la. Calmez-vous ici. Tada tada tada. Essayez tada tada pour voir. Eh eh. Tada 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 tada. Je semais, je savais, je tenais. Tada 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 tada. Je semais, je savais, je tenais, je semais, je savais, je t'aimais, je tenais, je. Je savais, j'y tenais, je semais, je savais, j'y tenais, je semais, je savais, j'y tenais, je semais, je savais, j'y tenais, je. P.S. I love you. Merci. Lydie, tu nous as subjugués avec ta performance. Gentil, merci. Et les swaggers, c'est ça? Ouais, c'est ça, les swaggers. C'est très genre en mode pause, performance, danse contemporaine. Tu peux m'expliquer un peu cet état les d'esprit? Swaggers, c'est une compagnie de danse hip-hop à la base. C'est chorégraphié par Marion Motin. Chacune a sa singularité et chacune a sa personnalité. Et moi, ma particularité, c'est d'être, en plus d'être danseuse, c'est d'être chanteuse. Et c'est la première fois où, quand tu m'as invitée au son de Rizlen, je me suis dit, bah tiens, ce serait intéressant parce que comme tu m'as effectivement sur ma carte de visite, il y a marqué performeuse. Oui, exactement. Et ça t'intriguait et je me suis dit oui, c'est vrai, mais je vais pas venir à la Favela Chic danser comme ça, sans but précis, quoi. Voilà, et donc du coup, je me suis dit autant profiter de cette scène pour explorer, prendre des risques, tester des choses. Donc du coup là, ce que je vous ai fait, c'était une première et je suis contente, ça a marché. Moi, en fait, pour la petite anecdote, je t'ai rencontrée dans le métro. Ouais. Tu avais un style juste de dingue. Tu as toujours ce style juste de dingue. C'est gentil, merci. Et j'étais donc dans mon exploration afropunk et je me suis dit, elle fait vraiment, vraiment afropunk. Parce que t'as ce côté... Enfin, t'es jeune, voilà. Enfin, je veux dire, il y avait ce côté. Ça dépend pour moi, tu représentes un peu. Si je veux être jeune, si tu veux. Enfin, je veux dire, cette jeunesse issue, si tu veux, de la diaspora africaine, qui assume, voilà, son identité, ses racines et tout. Et je voudrais avoir un peu ton regard, toi, sur cette mouvance afropunk. En fait, c'est marrant parce que quand t'as fait cette émission, je me suis dit, je vais me documenter, je vais faire mes recherches, je vais chercher la définition de ce qu'est l'afropunk et en fait, je sais pas. Mettre en avant mes origines, mettre en avant le fait que je sois une noire parisienne qui a des choses à dire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est moi, quoi. C'est ma vie, c'est mon état d'esprit, c'est ma communauté, c'est comment dire, la culture dans laquelle j'ai grandi aussi, le hip-hop. Donc, est-ce que c'est la suite logique, je sais pas. Je trouve très intéressant dans ce que tu dis et dans cette définition de l'afropunk, c'est que finalement c'est indéfinissable. Mais c'est ça. Chacun y met ce que bon lui semble, ses origines, son identité, sa projection vers l'avenir, ses références au passé. C'est intemporel, c'est incalculable et c'est vrai, pour le coup c'est vraiment punk. C'est vraiment ça. Bravo. Donc on est aussi donc en présence de Blik Bassi, qui est chanteur, compositeur et en ce moment en tournée. Il nous a fait vraiment le plaisir de venir malgré son emploi du temps très très chargé. Tu es instigateur donc, de ton nouveau projet musical ACO et tu entremêles le blues aux sonorités africaines. Tu es originaire du Cameroun et en particulier, c'est le bassa que tu mets vraiment en avant et même d'autres dialectes, parce que tu fais même des campagnes par rapport à ça. Moi, je voudrais ton regard, parce que tu es d'origine africaine, tu es vraiment camerounais, ton regard, toi, sur l'afropunk. Est-ce que ça te parle? Parce que tu as aussi un univers, un look, comme on dit, un lifestyle. Dis-moi.
quelle est ta vision, toi, de l'afropunk? En fait, moi, je pense que l'afropunk est tout simplement une démarche naturelle d'un Africain en 2016. C'est-à-dire l'Afrique, on a des pays qui sont très jeunes, hein, c'est-à-dire la colonie. Moi, mes parents ont vécu la colonisation encore et ma mère, par exemple, a vécu pendant la dure période du général de Gaulle au Cameroun, où la tribu Bassa, parce qu'il y avait un indépendantiste qui s'appelait Oumniobe, qui se battait pour la liberté du Cameroun, ont tué tous les Bassa et moi je viens de cette tribu. Et ma mère pendant 3 ans a vécu ces moments difficiles. Et aujourd'hui, ensuite il y a eu la génération de mes parents, la génération de ma mère, de cette génération-là. Et aujourd'hui, on vit une époque incroyable, c'est que les nouvelles technologies Internet ont fait qu'on a du coup a donné accès à tous les Africains qui vivent en Afrique, qui vivent ici, qui vivent ailleurs, a donné accès à la nouvelle technologie, a donné la possibilité à ces gens-là de développer et quelque part d'assumer qui ils sont. Parce que bien sûr, le lavage du cerveau a été très difficile et le fait de sortir de cela reste encore très difficile. Je pense que la majeure partie des problèmes qu'on a aujourd'hui proviennent du fait que du problème qu'on a envers nous-mêmes. C'est-à-dire on ne se regarde pas de manière fière et de manière comme étant des modèles. Et ce qui est incroyable, c'est que les nouvelles technologies ont permis désormais, notamment dans la musique urbaine, quand on voit ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec la mouvance dynamique qui est venue du Nigeria, où à un moment donné, il suffit de voir il y a 5 ans, les gens, quand ils faisaient des clips, tous les rappeurs voulaient le faire à l'américaine avec des grosses voitures, des femmes avec des seins nus. Les Nigériens ont commencé à faire les mêmes clips, avec les mêmes moyens, avec plus de moyens, mais en mettant derrière le village, notre culture, notre différence, en l'assumant de manière incroyable. Aujourd'hui, tous les Africains, quand on va regarder les rappeurs, c'est ça qu'on revendique cela. D'autant qu'avec il y a une libération quelque part. Il y a, voilà, une nouvelle ère, comme on le disait là tout à l'heure. Et aussi ce côté, donc, je vais dire de la jeunesse issue de la diaspora africaine, c'est comme Lydie par exemple. Qui a cette identité vraiment bien assumée, bien dans ses baskets, elle assume ses cheveux, elle assume sa couleur, et c'est beau, voilà. Mais par exemple en Afrique, tu m'avais dit la dernière fois quand je t'avais interviewé que là-bas, en Afrique, il n'y a pas encore ce bouleversement vraiment, que les nanas encore elles se décapent la peau, se niquent le cuir chevelu, se fait du mal au cuir chevelu, on va dire, parce que voilà, avec des perruques et compagnie. Voilà, moi c'était de ça aussi dont je voulais parler avec toi. Il y a encore beaucoup de choses peut-être à changer au niveau des mentalités. Bien sûr, mais je pense que ça va aller très vite. Comme je disais tout à l'heure, nos pays sont hyper jeunes. C'est-à-dire on nous demande aujourd'hui d'être au même niveau que l'Occident qui a d'ailleurs décidé des référentiels de ce qui est beau, de ce qui est pas, de ce qui est... Tout ce qu'on fait, c'est par rapport aux référentiels de la société occidentale. Et donc petit à petit, lorsque les gens vont avoir des modèles afro qui font rêver des jeunes, et ça va arriver très très vite parce que quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette nouvelle dynamique, tout le monde parle de New Africa. C'est parce que Internet a donné accès et que ces jeunes aujourd'hui peuvent se dire, et eux-mêmes peuvent se mettre en valeur. Et donc on va voir très vite, je suis sûr dans 15-20 ans, des modèles incroyables qui vont, eux, être tout simplement qui ils sont. C'est quand même dingue que... Et ça va tout changer. La jeunesse, quelque part, issue donc de la diaspora africaine, se révèle comme ça et qu'après emmène l'Afrique, au final, dans ce retour de s'assumer tel qu'on est. Oui, mais en fait, je pense que ça vient, c'est comme un mouvement, on ne sait pas trop, parce qu'on a autant ça se passe ici que ça se passe là-bas, et que les mecs, quand on va regarder ceux qui ont lancé aujourd'hui, qui ont une vraie dynamique, c'est pas forcément ceux qui ont eu accès à ce qui se passait ici. Mais c'est qu'à un moment donné, quand tu n'as plus rien, et que tu te réveilles, tu te rends compte que avec mon smartphone, je peux filmer mon village, je peux filmer mon truc, machin, de manière naturelle. Il y a un nouveau regard, exactement. Voilà. Et donc il y a ce côté, ce réveil donc, de son africanité, aussi de l'âge d'or panafricain. T'en penses quoi de ça aussi, Juan Moi, je buvais ces paroles parce qu'effectivement, il est important de revenir sur l'histoire du continent africain. La décolonisation, il y avait un aspect très normatif de la culture et de l'identité. Comment être un Africain dans les années de colonisation et post-coloniale. Il y avait une norme. Les réseaux sociaux, la modernité, tout d'un coup, a transcendé tout ça, a mis à mal tout ça. Et quand on regarde ce qu'on appelle l'afro-punk, si on regarde les images traditionnelles tribales, Maasai, tu vas au Kenya, tu regardes la tradition africaine en amont de la colonisation,
toute cette jeunesse-là ne fait que revenir aux sources. Et cette modernité, en fait, elle est la réappropriation d'une identité qui a été bousculée, malmenée pendant la colonisation. Et aujourd'hui, on peut être Camerounais, Sénégalais, Malien, comme bon te semble. Tu peux l'être comme bon te semble. Il n'y a plus ce cadre normatif qui dit le bon Africain, c'est ça. Là, il y a un film qui est sorti dernièrement, Chocolat. Ouais. Tout est dit dans ce film. La façon d'être africain avant était le propre de l'Occident. On te dictait ton africanité. C'est terminé. On s'éloigne quelque part du côté métal, rock, enfin vraiment quand on dit afro-punk. Mais on va se remettre dedans parce que j'ai découvert un groupe from Château Rouge, CC Bantou Metal, et j'ai une grande affection pour eux parce qu'ils vont vraiment tout déménager, ils vont exploser la favela et on est avec eux. C'est Chico Katembo. C'est Sekbamba. C'est Cubain KBA. L'univers sonore des CCC Bantou Metal, c'est l'énergie du Château Rouge, c'est l'énergie de la musique aussi, puisqu'on est musicien. Et puis il y a l'énergie de l'Afrique, de la France. C'est ça qui fait aussi, c'est ça qui fait partie de l'énergie. Chili, Sahara. Every day, going to fighting, Warling Chili, Sahara. Cause I'm a man, forgive me fire, see on me, Sahara. Sahara. Sahara.
Ouah, Sahara. Ouah. Merci. Donc on va donc terminer ce plateau, toujours entouré de Juan Massagna du Move, France O, et avec Dina Douyeb, curatrice, mais surtout musicienne et productrice. Yes. Je t'ai invitée afin d'avoir ta définition afropunk. C'est l'anti-establishment, c'est vraiment l'anti-système. Avant l'heure. Ni Dieu ni maître, comme dit Juan. Ça, alors, ni Dieu ni maître, c'est vraiment la définition de l'anarchie. Hein. Mais il y a un truc quand même qui est nouveau dans le punk, qui est quelque chose de pas calculé, si tu veux, et qui est pas non plus. On peut pas le comparer. Il y a un truc nihiliste. Certains sont nihilistes, certains sont plus dans l'anarchie. C'est clair que le ni Dieu ni maître. Il y a quelque chose de ça, mais c'est quand même un truc musical, le punk, tu vois. Donc ça te dérange si on met afro devant punk ou pas? Non, pas du tout, au contraire. Ce qui est génial, justement, dans la définition de l'afro-punk, le premier punk, comme tu sais, africain, c'est Fela Kuti. Fela Kuti, Fela, big up Fela. Yes. Chakara. Donc un big up à Fela, mais aussi un big up à Young Paris, notre parrain, qui lui aussi affirme énormément son identité, son africanité, électro-rap, et voilà, on retourne avec Fela Kuti. Et ouais, parce que le truc de l'africanité dont tu me posais la question, c'est en effet, c'est de retrouver des valeurs communes, comme le disait Senghor, qui a inventé le terme, qui est retrouver des valeurs communes à toute l'Afrique, qui soit du nord au sud, donc de l'est à l'ouest. Dans le do it yourself, tu retrouves cette idée tribale dans le sens positif, pas le sens négatif, et ce côté aussi conscient. Donc il y a toute une idéologie qui est vachement importante, qui a été inaugurée par des gens comme Fela, notamment dans la musique, je parle. Oui. Je parle pas de politique, mais dans la musique, et qui sont repris par ce jeune homme, avec le tatouage, avec les piercings, avec l'identité double ou triple, avec les multi-identités qui sont les Amérindiens, les Africains, les Mexicains. Donc des codes. Ouais, et puis que les gens se retrouvent dans autre chose après le hip-hop aussi. Qui a été récupéré, qui est tombé dans un autre business, tu vois. Et donc là, on a vu un groupe juste de dingue, un CC Bantu Metal. T'en as pensé quoi? C'est complètement afro-punk, metal. Pour moi, si tu veux, moi je kiffe, c'est du rock. Mais c'est carrément du rock. C'est très rare d'écouter ça en France. Si t'écoutes ça avec la Black Rock Coalition, avec Bad Brain, justement, il y a eu le mouvement après, le grand mouvement, si tu veux, rock and roll, qui est quand même... On oublie un truc en France, c'est que la culture rock, elle existe pas de la même manière qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, pour la culture, pour les gens qui écoutent du hip-hop ou du reggae, le rock c'est blanc. Alors que l'origine du rock, c'est l'Afrique, c'est le 6-8, c'est 2 égale 3, c'est-à-dire que c'est une manière de swinger, de mettre du rythme. Et un rythme particulier qui est le 6-8, que tu retrouves dans Chuck Berry, Little Richard. Après, si tu veux, ça a évolué, ça bouge, il y a la conscience, il y a l'activisme, il y a plein de choses qui sont greffées, il y a la diversité, etc. Oui, parce qu'en fait, c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que l'afropunk, est-ce que c'est devenu un lifestyle, un état d'esprit, une référence pour la jeunesse issue de la diaspora et bientôt l'Afrique, ou même ça commence là maintenant, ou vraiment, comme James Spooner voulait le faire, mettre la lumière en fait sur les Afro-Américains ou même les Afros du monde entier qui faisaient du rock et du métal. Non, moi je crois que c'est le premier truc, franchement. Donc là maintenant, c'est un courant maintenant. Mais avec un roots, avec une racine sur le rock, qui est l'esprit rock, qui est l'esprit libertaire, qui est l'esprit plus libertaire qu'anarchie dans le sens bordel, les gens, t'es pas calculé. Non, c'est l'autogestion, c'est dans ce sens-là que c'est vachement important, que chacun s'auto-responsabilise, et je pense qu'il a voulu donner le même élan que Fela, qui est les mecs, bougez-vous quoi. Organisez-vous, faites des trucs, do it yourself. Donc vous êtes vraiment quelque part sur la même longueur d'onde, Juan et Dina, do it yourself. Oui, tout à fait. C'est clair que la dimension artistique dont Dina vient de parler est indiscutable. Après, il y a une autre dimension qui est plus du domaine de l'identité et de la perte de repères. En fait, la définition d'afropunk,
elle est souvent elle est le fait d'un sentiment de perte d'identité. C'est-à-dire que ce besoin de retourner à ses valeurs, à cette identité-là, c'est ce que, tu parlais de Sangor, c'est ce que disait Aimé Césaire. Cahier du retour au pays natal, c'est punk. La négritude, c'est punk. Et la négritude, tu n'en prends conscience qu'à partir du moment où elle te manque, où elle disparaît. Et dans une société mondialisée, comme celle dans laquelle on vit, où le numérique va à 200 km/h, où on peut être tout et rien. Parce qu'on peut être tout aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi n'être plus rien. Eh bien, il y a une résurgence comme ça qui s'exprime à travers l'art. Là, on parle de la musique, mais c'est aussi bien le textile, c'est aussi bien les cheveux, les coupes de cheveux. Il y a un retour à une identité qui est liée à un élément, c'est la perte de cette identité. Oui, et en fait, ça nous fait penser aussi à l'époque des Black Panthers. Alors, c'est exactement. C'est pour ça que c'est très difficile de répondre sur un paradigme, sur une temporalité, à des problèmes qui sont liés à des changements de paradigme. C'est-à-dire que le gamin de 20-25 ans aujourd'hui qui habite dans l'urbain, qui a des origines, qui est d'ici et d'ailleurs, à un moment, pour se positionner, il faut bien qu'il cherche, qu'il se raccroche à quelque chose. Et tu parlais du rap. Il y a 30 ans, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'on sort d'une époque où il ne faut pas oublier, il n'y a pas de bande FM. Il y a Michel Sardou, Jodassin et Carlos. Oui, et il y a Varieté et Gilbert Carpentier. Tout d'un coup, il y a Afrika Bambaataa qui arrive. Bien sûr. Quand on parle de l'afro-punk, mais qu'est-ce qu'Afrika Bambaataa? On connaît bien Afrika Bambaataa. On en avait parlé avec Bernard Zecri. Absolument. Et c'est exactement le même phénomène. Tout d'un coup, on a eu besoin de se raccrocher à une identité qui nous était niée. Et aujourd'hui, tous les invités de ce soir, je serais incapable de te dire si on retire l'image, s'ils sont blancs ou noirs. Donc on va terminer en fait ce plateau très vif et enthousiaste et intéressant parce que vraiment moi je suis ravie d'être entourée de 2 pointures, sincèrement. Et 47 et toi Dina? Vous n'étiez pas dans ce sens-là, mais en tous les cas, moi j'aimerais bien que tu nous montres en fait tes petites pépites. Ouais. Parce qu'il nous a apporté des petites pépites. Non, mais tu vois par exemple, ça c'est voilà, Dina, pourquoi Bad Brain? Dina disait un truc tout à l'heure sur Bad Brain. Bad Brain, imagine, on est en 81, 82, Mitterrand vient juste d'accéder au pouvoir, et nous autres, on n'a pas de référent culturel. On s'identifie aux rockers, aux rebelles, et tout d'un coup on voit des gars avec des dreadlocks, donc le cliché c'est qu'ils chantent du reggae, faire du punk. Juste cette petite pépite, tu nous dis ça en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est? Parce que quand même tu nous as ramené ta radio vinyle là, pour le son de Rizlaine. Ce disque-là, c'est un des premiers samples. Grandmaster Melly-Mel, Grandmaster Flash a samplé pour White Line un brûlot contre la cocaïne. On est au début des années 80 aux États-Unis. Il sample ces filles. C'est les portoricaines. Elles viennent du Bronx. C'est ce qu'on appelle le post-punk. Donc là, on est vraiment juste après. Portoricaine, voilà. Génial. Latino, et quoi. Elles s'autorisent à jouer et à faire ce que bon leur semble, ce qu'elles veulent. Et la démarche, elle est crue, elle est rugueuse, elle ne répond à aucun code et elles ont surtout un majeur tendu très très haut. Et en plus, c'est des femmes. Culte, voilà. Rock culte. funk, à voilà. mort. Rock funk, funk rock. On ne sait plus dans quel sens le mettre. Ouais. On termine sur cette note punk. Pour moi, ce soir, ce fut une édition passionnante, riche, et je vous donne tous rendez-vous donc sur nos réseaux sociaux de Au Son de Rizlaine, Kickstar TV, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition Au Son de Rizlaine dans une mouvance musicale. À bientôt.